On se penche aujourd'hui sur le profil de Stéphanie et dès le départ, il y a quelque chose qui saute aux yeux. C'est un paradoxe vraiment fascinant. Ah oui. D'un côté, on a l'image qu'elle projette, celle d'une aventurière, l'incarnation de l'optimisme, quelqu'un qui carbure à la liberté. Mais quand on fouille dans les sources, on découvre une toute autre histoire. Un noyau de béton armé. C'est exactement ça. Une structure intérieure d'une rigueur et d'une discipline quasi militaire. Et c'est ça qu'on essaie de faire aujourd'hui, de comprendre comment ces deux côtés-là fonctionnent ensemble. Comment est-ce que cette façade joyeuse, expansive, cette ascendance sagittaire peut cohabiter avec ce noyau de puissance, ce qu'on appelle un stellium en Capricorne. Notre mission, dans le fond, c'est de voir comment ces forces uniques agissent comme un pilier de soutien pour ses proches. Oui, et aussi de comprendre ce dont elle a besoin, elle, pour maintenir son propre équilibre. Fait qu'on va traduire ces forces astrologiques en concepts psychologiques compréhensibles. Des concepts comme la sécurité, l'ancrage, pour que ça devienne un outil. Tout à fait. Au fond, c'est une tension assez classique entre le besoin de structure qu'on associe à Saturne et au Capricorne et le besoin d'expansion qui est lié à Jupiter et au Sagittaire. On va offrir une lecture claire de cette dynamique. Parfait. Bon, décortiquons ça. La chose la plus frappante dans les sources, c'est cette concentration massive de planètes en Capricorne. Oui. Et pas n'importe où. Dans la maison 1, on parle du Soleil, de la Lune, de Saturne, Uranus, Neptune. C'est ce que les documents appellent un stellium. Une des sources utilise même l'analogie d'un réacteur nucléaire de l'identité. C'est une image très forte, mais très juste. Ça sonne incroyablement puissant. C'est quoi un stellium exactement pour que tout le monde suive bien? Bien, c'est une excellente question. Un stellium, c'est un regroupement genre très dense de planètes au même endroit. Imagine plusieurs projecteurs très puissants, tous braqués sur le même point d'une scène. OK. Toute cette énergie se concentre en Capricorne, le signe de la structure, de l'ambition, de la discipline. Et le fait que ce soit en maison 1, la maison du moi, de l'identité, c'est crucial. Ce réacteur nucléaire est littéralement au cœur de qui elle est. Wow! Et au centre de ce réacteur, on a Saturne, le maître d'œuvre. On nous dit qu'il est dans son propre signe, le Capricorne, ce qui lui donnerait une puissance maximale. Oui? Moi, j'ai tendance à penser à Saturne comme quelque chose de lourd, de restrictif. Est-ce que ça veut dire qu'elle est constamment freinée? C'est là que la nuance est super importante. Un Saturne aussi fort ne vient pas inhiber, il vient structurer. Les sources le comparent à une colonne vertébrale. C'est de là que viennent sa discipline de fer, sa résilience et cette capacité de travail qui semble inépuisable. C'est le fondement même de son ancrage. Donc, pour elle, cette structure, c'est pas une prison, c'est son essence. Exactement. Les sources sont claires là-dessus. Pour Stéphanie, être signifie faire. Son estime personnelle serait directement liée à ses accomplissements. En grande partie, oui. Ça forge cet archétype de l'architecte de sa propre destinée. Elle a une autorité intérieure très, très forte. C'est pas quelqu'un à qui on aime dire quoi faire. Non, j'imagine. Non pas par rébellion, mais parce qu'elle a une vision interne très claire de comment les choses doivent être bâties pour être solides. C'est ça qui la rend si fiable et qui offre ce sentiment de sécurité immense à son entourage. Elle est le roc. Elle est le roc sur lequel on peut bâtir. Les gens savent qu'avec elle, les choses vont être faites et bien faites. Ça doit être épuisant, par moment, de toujours être le roc pour tout le monde, d'avoir l'impression que ta propre valeur dépend de ce que tu accomplis. C'est le revers de la médaille. La pression est énorme, mais c'est tellement intégré à son identité qu'elle ne le voit pas toujours comme une pression. Pour elle, c'est juste normal. OK, donc on a cette image d'une forteresse, d'un roc super fiable, d'une bâtisseuse incroyablement compétente, mais là, ça ne cadre pas tout à fait avec l'impression que les gens ont de Stéphanie au premier abord. L'aventurière souriante. Exactement. Comment on explique ce décalage? C'est ici que ça devient vraiment intéressant. On arrive au deuxième pôle de sa personnalité, son ascendant sagittaire. L'ascendant, en gros, c'est la porte d'entrée. C'est la première impression qu'on donne, notre masque social. Et le sien est à l'opposé de son noyau Capricorne. Le Sagittaire, le signe de l'aventure, de l'optimisme, des grands espaces, c'est ce vernis amical dont parlent les sources. C'est ça. Mais est-ce que c'est juste un masque, une façade pour rendre son côté plus sérieux, plus accessible?
Mais non, c'est bien plus qu'une façade. Ce masque a une fonction psychologique essentielle. C'est une soupape de sécurité. Ah, OK. Face à l'intense pression de son noyau Capricorne qui exige contrôle, responsabilité, perfection, le Sagittaire crée un besoin vital de fuite, mais une fuite constructive. Une fuite constructive, j'aime ça. Le besoin de voyager, d'apprendre, de débattre de philosophie, tout ce qui peut élargir ses horizons et lui donner l'impression de respirer. Fait que si je comprends bien, c'est pas tant pour les autres que pour elle-même. C'est un mécanisme de survie pour ne pas être écrasé par sa propre rigueur. Précisément. Sans cet ascendant, le risque serait de devenir une tyran de travail, comme le dit une des sources. Elle serait enfermée dans sa propre forteresse. Obsédé par les résultats. Exact. L'ascendant sagittaire lui rappelle constamment la quête de sens. Construire un empire, c'est bien, mais pourquoi? Quel est le but ultime? C'est cette vision plus large qui nourrit son âme et qui, par ricochet, inspire les gens autour d'elle. Une des analyses utilise une analogie que j'ai trouvée parfaite. Laquelle? Celle de la forteresse ailée. La structure Capricorne, c'est la forteresse, solide. Mais l'ascendant Sagittaire lui donne les ailes pour ne pas y rester emprisonné. C'est exactement ça. J'adore cette image aussi. Elle est parfaite. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour ces relations? Cette dynamique doit être particulièrement complexe à gérer au quotidien. C'est clair. On a cette personne ultra fiable qui offre une sécurité incroyable, mais de l'autre, cette personne qui a un besoin viscéral de s'envoler. Et là, on touche à un point central. Les documents mentionnent un aspect sensible de sa charte. Chiron en Cancer dans la maison 7. La fameuse blessure du guérisseur. Oui. Chiron, c'est une vulnérabilité, une blessure profonde. Le fait qu'il soit en Cancer, le signe de la famille, du foyer, et dans la maison 7, celle des partenariats, indique que c'est précisément là que sa force peut devenir une faiblesse. Attends, comment ça? Le fait d'être forte peut être une faiblesse. Ça soulève une question importante. Sa solidité Capricorne, sa capacité à tout gérer, peut inconsciemment attirer des partenaires qui ont besoin d'être, genre, structurés ou soignés. Ah, je vois le piège. Elle peut alors, sans même s'en rendre compte, endosser un rôle parental, un rôle de sauveuse. Et bien que ça parte d'une volonté d'offrir du soutien, les sources sont unanimes, ce rôle à long terme peut étouffer le désir. On devient la gestionnaire de projet du couple. Exactement. On devient la mère, la gestionnaire, mais on cesse d'être l'amante ou la partenaire à part entière. Les sources parlent d'un besoin paradoxal chez elle, celui de trouver un aventurier responsable. Ça sonne presque comme un oxymore. C'est le défi et la clé. Ça veut pas dire chercher quelqu'un qui fait du parachutisme avec une calculatrice, Non, OK. qui est lui-même un roc, solide, fiable. C'est essentiel pour rassurer sa lune en Capricorne, qui a un besoin fondamental de sécurité. La base doit être solide. La base doit être solide. Mais en même temps, ce partenaire doit comprendre et activement encourager son besoin criant de liberté et d'aventure pour nourrir sa Vénus en Sagittaire. Il ne doit jamais la percevoir comme une menace ou tenter de la mettre en cage. Fait que quelqu'un qui n'est pas intimidé par sa force, mais qui n'en profite pas non plus pour se reposer sur elle. C'est tout à fait ça. Et en plus, avec sa maison des partenariats en Gémeaux, la communication, la stimulation intellectuelle, c'est non négociable. Le partenaire idéal est un compagnon de route, quelqu'un avec qui elle peut échanger, débattre, apprendre. OK, amenons ça sur le terrain. Rendons ça concret. Comment Stéphanie exprime son amour et de quoi a-t-elle besoin pour se sentir soutenue? Prenons l'exemple d'un projet de couple comme planifier un grand voyage. OK. Son langage d'amour, c'est l'action. Le soutien qu'elle offre, c'est du concret. C'est pas des belles paroles. C'est des actes de service. C'est ça. Elle va organiser, planifier, résoudre les problèmes, assurer la stabilité. Quand elle prend en charge la planification du voyage de A à Z en créant un itinéraire parfait et un budget au cordeau, c'est sa façon de dire « je t'aime, je prends soin de nous ». Je veux que cette expérience soit parfaite et sécuritaire. Exact. Sa loyauté, sa fiabilité, c'est ses plus grandes preuves d'amour. Et pour ses propres besoins, quel est le mode d'emploi pour la soutenir efficacement? Son besoin fondamental, c'est que son partenaire comprenne que son besoin d'autonomie n'est pas un rejet. C'est la chose la plus importante. OK. Quand elle prend du temps pour elle, pour un projet personnel ou même un week-end seul,
c'est pas contre la relation. C'est pour recharger ses batteries sagittaires pour que la forteresse ne devienne pas une prison. Et le partenaire idéal ne se sent pas menacé par ça. Au contraire, il l'encourage, dit « Allez, profites-en, ça va te faire du bien ». C'est la plus grande preuve d'amour et de confiance qu'on peut lui donner. Pour revenir à l'exemple du voyage, Son côté sagittaire va choisir une destination qui élargit les horizons. Le Pérou, le Japon, un endroit qui a du sens. Mais son côté Capricorne va prendre le dessus pour la planification. l'itinéraire sera optimisé à la minute près. Le budget dans un fichier Excel, les réservations faites 6 mois à l'avance, tout sera structuré pour garantir la sécurité et l'efficacité. Et le partenaire idéal dans ce scénario-là? C'est celui qui embarque dans l'aventure avec joie, qui s'émerveille, tout en appréciant la solidité de l'organisation qui rend tout ça possible. Il voit la planification non pas comme un manque de spontanéité, mais comme le cadeau qui permet à la spontanéité d'exister en toute sécurité. Il admire la forteresse qui permet aux ailes de se déployer. C'est ça. Une autre force qui ressort beaucoup, c'est son intuition. On nous parle d'Uranus et de Neptune dans sa maison I. Comment est-ce que ça se manifeste chez une personne aussi structurée? C'est un autre paradoxe fascinant. Son intuition, c'est pas une vague empathie. Les documents parlent plutôt d'éclairs de génie, de fulgurance. C'est très uranien. Ah oui. Elle peut regarder un problème complexe et voir soudainement la solution, la structure globale, avant même d'avoir analysé tous les faits. C'est comme si elle voyait le plan de l'architecte d'un seul coup. C'est une forme de guidance qu'elle offre. Oui, elle voit des raccourcis et des possibilités que les autres, pris dans les détails, ignorent complètement. En résumé, si on devait brosser un portrait final, on a cette image de la bâtisseuse visionnaire ou de la forteresse ailée. L'ancrage du Capricorne lui donne la force de construire des choses qui durent. Une carrière, une famille, une vie. Et en même temps, le Sagittaire lui donne la vision, la quête de sens, pour que ses constructions ne deviennent jamais une prison dorée. C'est exactement ça. Et la clé pour son entourage, c'est de reconnaître et de célébrer cette dualité, de ne pas essayer de la mettre dans une seule case. Sa force est un cadeau immense de soutien et de sécurité. Mais ce cadeau a une condition. Oui, il ne peut s'épanouir pleinement que si son besoin d'aventure et de liberté est aussi compris, respecté et activement nourri. Il faut aimer à la fois la forteresse et les ailes. Ne pas demander à l'une de sacrifier l'autre. On termine toujours nos analyses avec une pensée, une question à méditer. Les sources indiquent que le chemin de guérison pour Stéphanie, lié à cette blessure de Chiron dont on a parlé, passe par l'apprentissage qu'elle n'a pas besoin d'être constamment forte ou utile pour mériter d'être aimée. Ce qui nous amène à la question finale, une question qui s'adresse directement à son entourage. Comment peut-on activement créer un espace où sa vulnérabilité est non seulement acceptée, mais célébrée, un espace où elle peut déposer son armure de temps en temps, baisser le pont-levis sans avoir peur que toute la forteresse ne s'effondre?